C'est bienvenue dans la messe de ce dimanche 20 mars 2022, 13h passées de 36 minutes à la paroisse Jésus Bon Berger de Aguanivé, Assié, même heure ici à la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Même heure aussi à la paroisse Saint-Kizito de Doumassé. C'est l'heure de la messe médiatique, bien sûr, en direct de notre paroisse, et bien située au quartier Agoué-Nivé-Kakabeli. Merci de vous brancher ou de vous connecter pour la suivre avec nous. Elle va s'articuler autour des hommages à notre confrère Joël Ega, la 49e session ordinaire du comité interparlementaire des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, de la deuxième réunion de la concertation nationale des acteurs politiques SENAP, et puis du décret sur le nouveau contrat de bail et d'habitation, et aussi du mémorandum d'entente, un mémorandum dit d'entente dans le secteur de l'enseignement. Tout ça avec deux co-célébrants bien rompus à la tâche et bien chevronnés. Et le curieux hasard, deux anciens sociétaires de cette télévision deuxième, il s'agit bien entendu de la droite vers la gauche et dans l'ordre de leur arrivée et de leur âge. De leur arrivée, aussi bien au studio que dans la vie. Eric, un senior à moi, Eric Johnson, habitué de ce plateau qui ne nous a jamais fait défaut lorsque il nous donne son accord, il est là pour nous aider à célébrer cette messe. Bonjour Seigneur. Bonjour Eric, bonjour Luc, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de la TV2. Heureux de vous retrouver ce dimanche pour partager avec vous les informations de l'heure et surtout rendre un hommage mérité à notre confrère Joël Ega qui a été enterré hier à Lomé. Je crois que cette messe sera une messe de requiem, oui. Et après on parlera des actualités. De l'actualité. Merci à vous. Luc Abaki, toujours souriant, un beau-frère de valeur, et puis un ancien sociétaire, je le disais, il a été l'un des premiers rédacteurs en chef de la télévision deuxième dans les années 2003-2004 par là. Et ancien directeur de la chaîne, la toute première chaîne de la chaîne de Futur et ancien directeur de publication du tout premier site en ligne republicoftogo.com. Aujourd'hui, il est libre d'expression et il se prononce allègrement analyste politique. Il a évolué d'accord. Luc, bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir que nous vous savons sur ce plateau. Aux deux Eric. Oui. Qui vont se liguer contre moi. Oui, tout à fait. Bon, heureusement, c'est une messe d'action de grâce. Et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'intérêt d'ailleurs que je me retrouve à chaque fois ici sur ce plateau. Je dis que je suis souvent ému lorsque je retrouve mes anciens collègues de cette chaîne. Et tout le plaisir est pour moi de pouvoir décortiquer l'actualité avec mon grand frère et ami de toujours, Eric Johnson. D'accord. Et ce sera avec la complicité technique et la collaboration franche de Ibrahim Maki et de Ségantin Bidola, bien assisté par Emmanuel Lagou, respectivement à la capture du son et des images et de la distribution ou de leur distribution sur vos petits ou géants écrans. C'est selon. Alors, à présent, décédé le 6 mars des suites d'un court malaise, Joël Ega, vous le voyez déjà, Joël Vignon Ega, désormais ancien directeur de publication
du journal Fraternité, a été conduit dans son dernier logement, sa dernière demeure, hier samedi à Bekpota, après des hommages à lui rendus à la paroisse Saint-Kizito de Doumassessé, où une messe très peuplée lui a été dite en son honneur, C'était sous la haute représentation de la presse, aussi bien du privé que du public. Les responsables des organisations de presse, notamment du CONAP, du PPT, du SINGIT, de l'OTM, étaient présents. Il y avait même le directeur du cabinet du ministère de la Communication et des Médias. Quelques minutes de recueillement, de prières, de louanges et d'hommages, puis voilà Joël Ega abandonné seul au cimetière de Bekpota et la page de sa vie terrestre hermétiquement fermée. Chers confrères, la seule question qui mérite d'être posée, c'est l'après Joël Ega. L'après Joël, je précise qu'il laisse derrière lui une veuve et 5 orphelins. Joël est parti et maintenant, on peut se demander, grand frère. Oui, c'est vraiment triste. L'après Joël, nul ne peut le présager, sauf que pour ce que nous savons, Joël a travaillé avec des gens et je crois que ils reprendront la relève pour que son nom ne s'éteigne à jamais. Ce qui est sûr, Joël a été de son vivant un journaliste chevronné. Il avait sa manière de disséquer l'information, de partager avec ses lecteurs tout ce qu'il avait en lui, son point de vue, et toujours, et même quand il va sur les antennes, les radios, les télévisions, etc., et même on l'a vu sur YouTube, ce qui lui a valu de passer quelque temps en prison par rapport à ses propos. Et donc je crois que derrière Joël, il y avait une équipe qui travaillait, et donc pour moi, cette équipe ne doit aucunement laisser l'œuvre de Joël s'éteindre aussitôt parce que Joël n'est plus. Je crois que nous tous, dans la presse, nous avons une obligation, dirais-je, d'aider cette équipe-là à poursuivre l'œuvre de Joël, parce que Joël a été utile pour le pays, Joël a été utile pour sa famille biologique, Joël a été utile pour la presse togolaise. Oui, Joël laisse derrière lui son organe, mais aussi, je le disais tantôt, sa famille, 5 orphelins et puis une veuve. Mais avant de vous prononcer sur cette question, vous étiez, sinon je vous ai vu hier à la messe. Comment appréciez-vous l'ambiance qui régnait ici hier? C'était une paroisse Saint-Kizito archi comble pour rendre hommage à Joël Ega. Oui, au-delà de la messe elle-même, il y a eu la veillée. Il y a eu donc le vendredi soir, en fin d'après-midi, à partir de 17h. J'ai été ému de constater qu'il y a eu une mobilisation réelle, aussi bien du corps journalistique que de beaucoup de sympathisants, en tout cas de beaucoup de ceux qui ont connu Joël à travers ses œuvres, pour venir donc lui rendre hommage, en tout cas un dernier hommage qu'il mérite amplement. Je crois que mon frère Eric a eu à parcourir plus ou moins le passage de Joël sur cette terre. Nous avons tous été témoins, voilà, de son engagement en tant que journaliste, de sa détermination à servir et à militer pour une cause commune. Je pense qu'il portait quand même un rêve de voir le Togo se métamorphoser, assurer un assainissement sain, conforter le vivre ensemble.
Et donc, c'est toutes ces œuvres-là qui ont été justement saluées à son mérite hier. C'était une vraie douleur. Et je crois que cette douleur était logique, d'autant plus que Joël Legarde, de son vivant, était un homme suffisamment ouvert, suffisamment jovial et social, suffisamment engagé, comme je l'ai dit, pour la cause commune, mais aussi pour la cause humaine. Oui. Et de ce point de vue, je crois qu'il nous laisse quand même un message. Nous devons pouvoir nous rendre compte de notre finitude et de notre éphémérité. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, en tant qu'être vivant, de développer des relations saines, de mener une vie droite et surtout de laisser des œuvres qui vont parler en notre nom lorsque nous aurons quitté sur cette terre. Donc, justement, lorsque vous posez la question de savoir, après lui, très bien. Je crois qu'il a eu à laisser beaucoup d'œuvres, de par ses interventions sur les médias, de par ses écrits, de par tout ce qu'il a eu à faire comme service, à rendre comme service sur cette terre. Heureusement, aujourd'hui, les technologies permettent de consigner ce que nous laissons comme œuvre dans notre parcours sur cette terre. Voilà pourquoi, toutes les fois que nous sommes appelés à nous prononcer en public, à servir une cause, il faut qu'on la fasse de la meilleure manière possible, parce qu'elle nous poursuivra au-delà de notre départ de cette terre-là. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il appartiendra à chacun d'apprécier l'œuvre que Joël a eu à nous laisser, mais étant quelqu'un qui était assez proche de lui, pour qui j'avais beaucoup d'admiration pour son obsession à l'art d'écrire et à l'art de rendre sa pensée et sa parole aussi saine que possible, je crois qu'il a eu le temps de nous émerveiller, de nous montrer que effectivement le travail peut payer. Nous pouvons effectivement regretter son départ aussi précoce, brutal et précipité, mais je crois qu'il a mené le bon combat et que toutes ces œuvres-là vont le poursuivre, en tout cas parler en son nom. Et c'est l'occasion, bien entendu, pour moi d'exhorter les uns et les autres à ne point oublier, vous avez bien fait justement, de rappeler qu'il laisse quand même une progéniture. La meilleure manière pour nous de le continuer par saluer dans le rendre hommage, c'est de nous souvenir justement qu'il a une progéniture encore immature, qui a besoin de poser des pas décisifs qui vont assurer justement leur meilleur devenir. Donc, nous engager aux côtés de cette progéniture serait une action véritablement noble. Grand frère, c'est devenu une habitude qu'après quelqu'un, on trouve tout de bon de lui, même ceux qui, de son vivant, lui jetaient les pots de banane, trouvent bien de lui. Hier, il n'y avait pas que les amis de Joël à l'église, à la paroisse. Et on avait dit la même chose pour Dominique Alizou. On a dit aussi la même chose pour, comment vous l'appelez, Alirou Tchakala. On a aussi dit des mêmes éloges pour Lucien Messin. On venait de dire la même chose pour Roland. Et puis, etc., etc. Même si le plan politique, des ennemis qui se dévoraient hier, après la mort, des adversaires qui se dévoraient hier sur le terrain politique, après la mort, bon, on fait des éloges, et ça pose réellement, comme le disait Luc, le problème de l'attitude ou du sens que l'homme devrait donner à la vie et à son entourage. Oui. Il faut toujours respecter la mémoire de quelqu'un qui vous a quitté. Quelle que soit sa posture politique, très bien, quelle que soit la vie qu'il a eu à mener parmi les humains. C'est ça. Quand je prends Joël Legarde, c'est quelqu'un qui, personnellement, vis-à-vis de ma personne, il ne ratait jamais. Il était tout le temps là à me taquiner, à me critiquer et même sur les antennes, il disait des choses quand je ne suis pas là, mais parce que je ne peux pas réagir. Mais au-delà de tout ça, il faut remarquer que Joël et moi, quand on se rencontrait, c'était toujours courtois entre nous. Et tu sais, pour la petite anecdote, Joël était
et moi j'étais elle. On écrivait tout le temps il. Quand on se retrouvait, les gens disent de nous le géant de la presse et le cours de la presse. Et donc, on s'amusait ainsi. Il faut, après quelqu'un, il faut toujours prendre ce qui est positif. Parce que ce qui est négatif, vous n'allez jamais trouver un bon sens à ça. Vous n'allez pas pouvoir le capitaliser pour obtenir quoi que ce soit. C'est plutôt le contraire. Tout ce qui est bien qu'il faut prendre pour capitaliser et savoir ce que vous, maintenant, qui continuez par vivre, vous devez faire par rapport à celui-là qui est parti. Je voudrais ajouter à ce que disait mon frère Luc tout à l'heure, que c'est vrai que Joël, pendant son vivant, il avait quand même des difficultés. Pour paraître, c'était un peu difficile pour lui parfois. Quand vous prenez par exemple l'état de la presse avec la HAC, vous voyez que Joël ne fait pas 100% de ses parutions. Il a des ratés tout simplement parce que à un certain moment, il avait des difficultés. Maintenant, aujourd'hui, avec l'œuvre que Joël a laissée, qu'est-ce que nous devrons, nous, humains aujourd'hui qui vivons toujours, qu'est-ce que nous pourrons apporter pour que cette œuvre-là soit perpétuée? C'est là la réflexion. On parlait de sa progéniture. Oui, c'est vrai que quand vous voyez les enfants de grandes personnalités dans ce pays, les enfants des grands hommes, de ceux qui ont fait la République, comme on le dit, mais parfois vous êtes en pleurs parce que ça ne va plus. Ça ne va pas et la progéniture n'arrive pas à suivre l'œuvre du parent. Et donc, ça devrait nous amener à nous dire que forcément, il faut faire quelque chose. Il faut être proche de la famille de Joël parce que, je le répète, Joël a été utile pour la République. Très bien. Luc, on va faire un peu de la philosophie. Vous avez tous fait un peu la philosophie. La mort de Joël Vignon et les circonstances dans lesquelles elle est survenue nous amènent ou m'amènent à vous poser cette question que les philosophes se sont toujours posées et dont la réponse définitive n'est pas encore là, mais chacun il l'attrape de son côté. Et la question, c'est de savoir, notre méditation doit-elle être celle de la vie ou de la mort? C'est aussi un sujet de dissertation vacable. C'est un gros sujet de dissertation philosophique. Notre méditation doit-elle être celle de la vie ou bien celle de la mort? La question est extrêmement importante et intéressante. Mais avant de répondre à cette question, j'ai été ému de vous entendre répéter toute la liste des confrères que nous avons perdus en un laps de temps. Ça nous rappelle, j'avais dit dès le départ, que ça nous rappelle notre finitude, notre éphémérité. C'est-à-dire que nous devons avoir cette conscience permanente que en réalité nous sommes de passage sur cette terre. Et donc ça m'amène immédiatement à répondre à votre question. Autant nous devons méditer sur notre vie, notre façon de la mener, notre façon de capitaliser le potentiel qui est le nôtre et de rendre utile l'ensemble des facultés qui nous ont été dotées par une force supérieure à nous. Autant nous devons avoir cette conscience qu'au-delà de tout nous partirons. Et donc à partir de l'instant où nous avons cette conscience permanente en nous, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et nous faisons est passager sur cette terre, nous allons alors cultiver, nous allons cultiver les vertus, cette disponibilité à servir les bonnes causes et cette tendance à transmettre, en tout cas à laisser des œuvres qui serviront de transmission aux générations futures, de manière que ce principe qui doit animer le mécanisme d'évolution de l'humanité soit assuré. Parce qu'en réalité, la société est organisée de telle manière qu'elle ne peut évoluer que sur la base des valeurs, sur la base des qualités, sur la base des atouts qui nous sont propres.
et qui font que nous nous démarquons des autres espèces de la Terre. Donc, en cela, il est de notre devoir en tant qu'être humain d'assumer notre humanité. En quoi consiste cette humanité autrement que le développement de l'amour, le développement de l'intelligence, le développement de nos facultés qui nous permettent de nous rendre utiles. Utiles par nos œuvres, utiles par nos actions, utiles par nos interventions, utiles par notre perception de la vie elle-même, utiles dans la vie d'autrui. Voyez-vous? Donc tous ces éléments participent à meubler notre existence et à rendre compte de ce que nous sommes au vu et aussi des autres. De telle manière que lorsque nous partirons, les gens soient en mesure de porter des témoignages sincères, non pas par principe, comme on l'a dit, oui, lorsque quelqu'un meurt, on doit oublier ses défauts. Oui, c'est vrai. Mais il va falloir que les témoignages que nous portons sur les gens, même décédés, soient des témoignages vrais, des témoignages sincères, des témoignages francs. Et ils ne peuvent l'être que si, effectivement, de notre vivant, nous avons assumé tout ce qu'on est à l'aise à dire de nous après notre départ. Très bien. Si il m'était donné de vous donner une note, vous avez 15. 15 sur 20. Ça, c'est le professeur 15 sur 20. Ça, c'est bien. Moi, je crois. Quelle perception cette question m'amène à poser une autre question. Voilà. En philosophie, les à quoi sert alors la vie de l'homme? Est-ce que, puisque vous demandez s'il faut méditer sur la vie ou bien sur la mort, par principe, je dis, personne n'est revenu nous dire ce que c'est que la mort. Nous ne savons pas ce que c'est. Parce que... À part Jésus dont on nous parle. ça c'est quand tu vas dans la religion. Voilà. La religion monothéiste présente une caricature de la mort parce que, voilà, il faut pousser. Mais tout ça là, c'est qu'il faut avoir une vie. Et cette vie-là doit être celle qui a servi. Vous ne pouvez pas dire « j'ai vécu parce que je suis riche, parce que je suis pauvre, parce que non. » Vous avez vécu, on vit pour l'autre. Nous vivons tous pour les autres. Et quand nous méditons cela, nous disons que la vie, elle est chère. Lorsque cette vie-là est porteuse pour la société, la communauté dans laquelle nous vivons. Maintenant, la mort, puisqu'on n'en sait rien, la méditation, c'est après ma mort, qu'est-ce qui va se passer? Et hier, on a enterré Joël. Tout le monde a vu. Ça a commencé déjà à partir d'aujourd'hui. Après Joël, qu'est-ce qui va se passer? Et notre réflexion sur la mort commence à partir de ce moment. Donc, il faut laisser une œuvre utile, tout simplement, si nous devons méditer la vie et la mort. Vous avez tous 15 parce que vos réponses m'ont édifié. Et les philosophes continuent par se poser cette question et se tirer là-dessus. Mais vous êtes dans la logique de la plupart des philosophes qui pensent que la méditation de l'homme en tant qu'être vivant doit être aussi bien sur la vie pour savoir l'organiser que sur la mort pour savoir l'attendre. Et que chacun donc de nous continue par réfléchir sur cette question afin de savoir quelle orientation donner à son existence. Quant à nous, nous ne pouvons que renchérir, souhaiter bon repos à notre ami et frère confrère et condoléances à ses familles, parce qu'il n'a pas qu'une. Il a une famille biologique, une famille professionnelle, et puis une famille de citoyens. Très bien. Et je voudrais bien l'accompagner par cette pensée tirée d'un Thessaloniciens de la Bible qui dit « Celui qui meurt en Christ aura la vie éternelle.
celui qui meurt en Christ aura la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Très bien. Ibrahim dit Amen. Ok. Voilà, si vous permettez, sur cette méditation, que nous allons passer à un autre sujet tout en continuant par prier pour le repos de l'âme de notre confrère Joël Ega et demander à Dieu de laisser un peu souffler la presse. Cette année, elle a trop pleuré. La presse a trop pleuré entre 2021 et 2022. Si on les compte, ils sont presque une dizaine que la presse pleure. Et on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde de la presse? Ça, c'est une question à laquelle je vous appelle également à méditer. Peut-être chacun dans sa chronique ou bien dans son journal. Et on pourra se retrouver pour en débattre. Depuis mardi 4 mars se tient à Lomé la 49e session ordinaire des pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Cette session rassemble les députés des pays membres de l'institution sous-régionale qui vont échanger, bien sûr, jusqu'au 23 mars sur d'importants sujets pour la viabilité de la santé et la santé surtout économique de ces pays RUC. Il faut dire que l'Afrique est résolument préoccupée par sa situation économique, surtout ces dernières années. Mais on a comme l'impression au même moment que l'impact n'est pas encore là. Oui, mais merci beaucoup en tout cas pour cette question qui est quand même lourde. La santé économique, je crois que c'est le cœur, c'est l'élément déterminant qui donne sens, en tout cas, à la vie d'une nation, à la vie d'une communauté, à la vie, en tout cas, de cette sous-région, quand il est question de l'UEMOA. Il est normal que ceux qui ont en main la charge de conduire la vie de ces millions de personnes faisant partie de cet espace puissent effectivement trouver des occasions de réflexion assez approfondies sur le devenir de cette communauté-là. Et donc, en cela, on ne peut que saluer ces genres de rencontres périodiques entre les parlementaires qui essayent donc de revisiter nos réalités et de voir c'est quoi notre politique économique et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que voilà on puisse assurer un meilleur devenir pour l'ensemble des citoyens de cet espace-là. Cela m'amène à rappeler la vocation quand même d'un dirigeant. Il y a de dirigeants que parce qu'il y a le besoin de faire évoluer une société. Et donc je crois que quand on recourt à l'esprit et à la lettre qui fondent la mise en place de l'Union monétaire ouest africaine, c'est que d'abord le premier principe qu'il faut voir, c'est que c'est l'union qui fait la force. On ne peut pas de façon isolée espérer faire des prouesses en vue de pouvoir aller loin. C'est en mutualisant nos énergies, nos forces, nos atouts, nos qualités, que nous allons avoir une puissance plus avérée et qui nous propulse de façon déterminante vers des pôles peut-être même inespérés. Donc, de ce point de vue, je crois que l'Union monétaire ouest africaine est quand même une initiative à saluer. Et si on regarde un peu le parcours de cette union, il n'est pas quand même négatif. Il faudrait peut-être qu'au-delà de cette réflexion purement économique, on tienne compte de certains paradigmes, voilà, qui en réalité pourraient participer à provoquer le déclic de la transformation économique de nos pays là. Je pense que si nos États sont encore à cette étape, c'est parce qu'il y a une certaine lourdeur, en tout cas des goulots d'étranglement qui ne sont pas encore désengorgés, qui ne sont pas encore vidés, et il faudrait en cela une volonté politique affranchie afin que on ne regarde qu'en réalité le devenir même de l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de calculs politiques, des pesanteurs extérieurs qui font que, en réalité, cet espace-là, bien que très ambitieux, bien qu'il y ait des initiatives, ne se donne pas
suffisamment les rendements escomptés et ne participe pas de façon déterminante à transformer la vie des citoyens. Or, notre rêve, c'est de faire en sorte que cet espace-là soit un espace suffisamment inspirant en ce qui concerne son apport dans la transformation de la vie des citoyens dans notre sous-région. Eric, il faut dire que tout cela contraste avec la vie chère, surtout sur tout le continent. Aucun continent n'est épargné, même si chaque pays a sa particularité et souffre à sa manière. Est-ce que les vrais débats sont souvent menés au cours de ces rencontres? Parce que... D'abord, il faut essayer de dire que le comité interparlementaire de l'UEMOA est l'organe législatif de l'espace. Oui. Et donc, après une année d'exercice, donc il est de bon ton, puisque c'est une session ordinaire, il est de bon ton que les parlementaires de l'organe se réunissent pour discuter de ce qui a été fait et des prévisions pour l'avenir de notre espace. C'est ça. Il est vrai que l'UEMOA procède toujours par des directives. Ces directives-là sont chaque année revues, améliorées, afin que tous les États puissent marcher, marcher ensemble pour obtenir avoir une même vision. Pour obtenir quand même des résultats probants pour l'ensemble des citoyens de l'espace. La question, logiquement, c'est que les vraies questions, aujourd'hui, nous parlons de la vie chère. Pourquoi il y a cette vie chère? Tout simplement parce qu'il y a une conjoncture internationale et qui s'abat également sur cet espace-là. Quand nous parlons de l'espace UEMOA, c'est un espace économique. Et donc, logiquement, c'est d'apporter des solutions à tout ce qui concerne la vie chère. Quand on parle de la vie chère, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens ont des difficultés à manger à leur faim, pour venir à bout de leur famine, de leur pauvreté, etc. Mais est-ce que, comme tu le demandais, est-ce que les vraies questions sont posées et il y a des solutions idoines pour pouvoir juguler tous ces mots-là? J'estime qu'aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, un seul pays ne peut dire « je suis au-dessus des autres parce que ma situation économique est meilleure ». C'est difficile, tout simplement parce qu'il y a une imbrication de l'ensemble des pays de cet espace. Quand, par exemple, on dit la Côte d'Ivoire est le poumon de l'UEMOA, et donc quand la Côte d'Ivoire tousse, eh bien, c'est toute l'UEMOA qui a des difficultés. Voilà, qui a des difficultés. Or, quand vous regardez bien, la Côte d'Ivoire ne peut jamais bien se porter si les autres pays n'arrivent pas à faire à tisser plus de relations économiques avec la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'un dans l'autre, la Côte d'Ivoire a besoin des autres pays de l'UEMOA et les autres pays de l'UEMOA aussi ont besoin de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que lorsqu'il y a des directives, il faut que chaque État essaie de respecter ces directives-là à la lettre pour que nous puissions arriver à un niveau de développement acceptable qui permette à tous les citoyens de subvenir à leurs besoins les plus vitaux. Aujourd'hui, il y a cette session parlementaire qui doit logiquement évoquer tous ces sujets-là, même si nous savons que le point essentiel de cette session, c'est le statut juridique même de ce comité interparlementaire. Parce que ce comité n'existe que de nom.
Même si les gens travaillent, il faut se déplacer, aller d'ici là pour animer des sessions. Mais il faut que ce comité-là ait véritablement un siège où les gens peuvent se retrouver très rapidement lorsqu'il y a des situations difficiles qui puissent échanger et trouver des solutions. Mais aujourd'hui, nous avons plus de problèmes économiques que tout, parce que nous voulons un développement pour notre communauté, notre espace. Alors, il faut forcément que ces parlementaires tiennent compte de la situation actuelle, que après le statut juridique du comité interparlementaire, c'est vrai qu'ils vont aussi parler des reversements de chaque pays. Oui. Vous savez que c'est aussi le nerf de la guerre, comme on l'appelle. Oui. Il faut des moyens pour que ce comité interparlementaire puisse travailler et légiférer pour que l'espace puisse mieux se porter. Oui. Et donc, il faut que tout le monde essaie de faire de son mieux, chaque pays, je veux dire, de l'espace pour que nous puissions avoir des solutions. Il faut que, et c'est nous qui le disons ici, je voudrais bien avoir votre avis également sur cette question, bien développée, bien sûr, par mon frère Eric. Est-ce que ce ne sont pas est-ce que ce sont les bonnes questions qui ont souvent été posées à ces rencontres? Ça, c'est un. Deux, où en est-on avec l'écho entre-temps annoncé? Ça pourrait être une solution. Bon, alors, je crois qu'on va faire la part des choses. Les parlementaires ne sont pas les exécutants de la politique de l'humour. Ils sont là pour le contrôle de l'action, disons, de l'exécutif, qui sont donc les chefs d'État, qui en réalité définissent la politique économique de cet espace-là. C'est un peu comme le schéma qu'on constate dans la gouvernance d'un État. C'est vrai. Néanmoins, les parlementaires ont cette mission ou cette vocation de pouvoir interpeller les décideurs sur des questions essentielles qui concernent le devenir de cet espace-là. C'est de ce point de vue que nous trouvons opportun de justement poser ces genres de problèmes et de dire, mais écoutez, si l'exécutif, en ce qui concerne la gouvernance de cet espace, n'arrive pas à aborder les questions les plus sensibles, les plus déterminantes, qui doivent pouvoir donner des résultats probants sur le terrain et en lien direct avec l'épanouissement des citoyens, il faut bien que des gens à qui le peuple a confié donc cette mission de parler en son nom puissent alors interpeller. Et donc, nous ne pouvons que rappeler à ces parlementaires leur mission, qui consiste à interpeller l'exécutif, en tout cas les dirigeants, sur l'impératif pour eux d'aborder les questions les plus importantes et les plus déterminantes qui puissent provoquer la métamorphose dont nous avons besoin pour assurer le meilleur devenir de cet espace-là. De ce point de vue, je crois que vous avez posé une deuxième question liée à l'écho. Voilà, où en est-on? Vous avez dû constater qu'il y a une forme de lourdeur sur ce dossier. C'est vrai, on va rappeler quand même certaines contingences liées d'abord à la Covid, qui a réduit de façon drastique les activités de beaucoup d'États, de beaucoup de gouvernements, de beaucoup de communautés régionales, sous-régionales, etc., continentales. Et donc, cette question a semblé être classée au second plan parce qu'il y avait le diktat des urgences qui faisait que les États étaient finalement en train de faire face à leur propre survie dès lors que cette pandémie a de façon drastique déstructurer les économies des pays, désorganiser les habitudes de vie de tous les peuples de ce monde, et puis démobiliser justement les énergies, parce que tout le monde était plongé dans une forme d'impasse sans savoir quelle est l'issue qui sera donnée donc à cette pandémie. Dieu merci, il me semble qu'à l'heure où nous parlons,
la tendance est très baissière et il y a de l'espoir en ce qui concerne donc la suite à donner à cette pandémie parce que tel que il nous est rapporté, il n'y a plus de problèmes majeurs, il n'y a plus d'inquiétudes majeures, il n'y a pas trop de difficultés à donc passer outre cette pandémie-là. Maintenant, est-ce que nos chefs d'État vont désormais se remobiliser autour des questions essentielles? Et il faut rappeler que... Comme l'écho. Voilà, oui, bien sûr. Il faut rappeler, c'est vrai, qu'il y a d'autres contingences, comme la guerre, en tout cas en Ukraine, qui crée déjà en perspective une forme de précarité à partir de la hausse des produits, de certains de gaziers, et pétroliers, etc. Et donc, nos États sont comme plongés dans une forme de transe et d'inquiétude permanente. Néanmoins, pour pouvoir avoir les clés et qui permettent d'ouvrir les portes de notre meilleur devenir, ou du moins de notre résilience par rapport à ces chocs exogènes, il faut justement aborder les questions aussi sérieuses que celles de l'éco qui octroie à nos pays la souveraineté monétaire dont ils ont besoin pour pouvoir provoquer le déclin de leur transformation économique. Ça, c'est un premier point. Mais je crois que la question de la monnaie est une question subsidiaire. En réalité, en ce qui concerne l'économie, il faut toujours et en tout temps parler de la production. Et de ce point de vue, j'ai comme le sentiment que nos gouvernants ratent souvent le coach en ne mettant pas l'accent sur la capacité de production des citoyens. Production de ce que consomment les citoyens eux-mêmes. Vous allez voir que nous allons subir l'impact donc de la hausse des produits céréaliers, etc. Pour la simple raison que nous avons une dépendance quand même maladive vis-à-vis des produits que nous consommons et que nous ne produisons pas. Autrement dit, nos politiques sont axées sur la production des produits que nous ne consommons pas. Le café, le coton, le blé, non pas le blé, le soja, le coton et tout ça. Mais en réalité, nous ne les consommons pas. Or, c'est le temps colonial, c'est-à-dire c'est le colonisateur qui, dans sa visée de renflouer son économie, de provoquer le déclic de son développement, a eu le besoin, a senti le besoin de conquérir nos territoires. Pourquoi? Pour deux choses. Développer l'économie de l'exploitation et l'économie de l'extraction. C'est-à-dire l'économie de la plantation plutôt, c'est-à-dire cultiver les produits dont l'économie du Nord a besoin. Les produits de rente. Et tous ces produits-là que nous continuons de cultiver après nos indépendances ne servent que l'économie du Nord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous continuons d'exporter la matière brute exactement comme cela se faisait au moment de la colonisation. Alors, quel sens nous donnons à notre décolonisation, à nos indépendances, si nous ne sommes pas en mesure, de produire ce que nous consommons, qui détermine l'avenir de nos économies, et ensuite de transformer nos matières premières que la nature, de façon gracieuse, nous a données, et nous les exportons tout de go, sans une plus-value possible. Dans ces conditions, nous avons beau faire des discours, nous avons beau mener des réflexions sur notre souveraineté monétaire, si nous n'avons aucune capacité de porter de l'énergie à notre économie à travers notre production, et je peux vous dire que nous sommes dans la télé. J'ai failli négliger ce sujet, mais je me rends finalement compte qu'il est la quintessence même de cette messe aujourd'hui. Rien. Je prends l'exemple du soja, et Eric Johnson est aussi bien placé parce que son journal, c'est l'un des rares journaux qui ne nous servent pas la politique, mais qui est dans le social. L'économie. Oui, l'économie. Aujourd'hui, j'ai fait le tour, j'ai fait une petite traversée du pays allant jusqu'à Pagoda, et j'ai vu que les champs de maïs et de mil sont totalement rares maintenant. Oui. Toutes les étendues... Sur ton trajet. Oui. Toutes les étendues, c'est le soja que les Blancs envoient à travers les ONG pour ramasser. Donc, c'est pour dire qu'effectivement,
mon frère Luc a vu juste. Mais je ne sais pas si c'est aussi votre lecture de la chose. C'est vrai que nous devrions produire assez pour nous d'abord et après voir ce que nous pourrons exporter. Sauf que le marché intérieur n'est pas aussi vaste pour nous permettre de rentabiliser ce que nous produisons sur place. Je donne un exemple. Vous prenez le Nigeria qui a 130 millions d'habitants. C'est un marché extrêmement important pour la CEDEAO. Et donc, si nous pourrons chez nous produire pour mettre sur le marché nigérien déjà, nous pourrons dire que nous pourrons rentabiliser ce que nous consommons. Sauf que nous parlons de la politique monétaire. Oui. Il a vu juste en parlant de la production locale. Maintenant, est-ce que le Nigeria et le Togo utilisent la même monnaie? Il y a un problème de décalage déjà au niveau monétaire qui ne permet pas de rentabiliser forcément ce que nous produisons pour consommer. Maintenant, est-ce que... cette question de monnaie. Et c'est pour cette raison que j'ai l'habitude de dire que nous avons un outil indispensable qu'est la CEDEAO, que nous-mêmes, citoyens, nous fragilisons tous les jours en tenant uniquement compte des questions politiques. Or, cette communauté économique devrait nous permettre, à nous citoyens, de produire et de vendre si réellement, comme cela a été défini, que c'est la libre circulation des personnes et des biens. Ça veut dire que quand je produis au Togo, j'aurai la facilité de mettre sur le marché nigérien, sur le marché béninois, sans aucune difficulté. Malheureusement, il y a encore des barrières douanières. Il y a, oui, pas seulement des barrières douanières et qui ne permettent pas cette circulation libre des personnes et des biens. Imaginez-vous que vous quittez Lomé, vous voulez vous rendre au Ghana. Déjà, à la frontière, on vous demande de présenter votre carte d'identité ou votre passeport. Alors que vous êtes citoyen de l'espace CEDEAO, on vous demande de payer parce que vous traversez la frontière. Ça, c'est mettre en faux l'idée première qui a constitué la naissance de la CEDEAO. Maintenant, ce que Luc dit, qui est très important, c'est que nous produisons beaucoup pour l'extérieur, mais nous ne définissons jamais les prix sur lesquels nos produits, ce que nous produisons doit être vendu. C'est eux qui fixent les prix et nous subissons aussi cela. Quels que soient les aléas que nous subissons ici, nous ne pourrons jamais fixer les prix à l'international. Voilà encore un facteur très important qui ne nous permet pas aujourd'hui d'amorcer un développement digne de ce nom. J'espère que les parlementaires nous suivent et tiendront compte. Le sujet, comme je le disais, est passionnant. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer et je l'ai inventé. Mais le temps qui nous est imparti, Emmanuel Lago est là-bas en train de nous suivre et regarder sa montre, alors qu'il y a encore 2 évangiles à lire. Le suivant, c'est la deuxième réunion du cadre, là nous faisons politique, notre plat de résistance. La deuxième réunion du cadre national des acteurs politiques, Sénap, a démarré cette semaine sous la présidence tournante de l'honorable Jerry Tama du NET et du PDP, du groupe parlementaire NET PDP, si l'ANC qui avait claqué la porte à la veille de la fin de la première réunion a regagné les rangs, ce qui est bon. La DMK et le CAR n'ont pas pu trouver utile de participer. Alors Luc, comme on le dit, le
le chien aboie et puis la caravane passe, ou bien? Quel chien et quel Mais mon regard. J'ai toujours eu une position sur ces questions de dialogue politique. J'estime toujours que, en fait, pour l'essentiel, les dialogues politiques participent à nous distraire. À nous distraire parce que la gouvernance d'État exige du dirigeant le déroulé de sa politique, de sa feuille de route, et d'attendre, si vous voulez, le jugement du peuple. C'est ça le principe, et c'est ça qui relève en fait du bon sens. Parce que si ce n'était pas le cas, le fait de faire une campagne présidentielle afin d'avoir l'assentiment de la majorité du peuple n'aurait plus de sens. Logiquement, en toute bonne foi et en toute rigueur, lorsque vous avez reçu l'assentiment du peuple sur la base d'un programme de gouvernance de l'État, vous avez cette responsabilité de la dérouler et d'en être les seuls responsables. Alors, les ouvertures permanentes des dialogues donnent la preuve de la fébrilité et de l'inconstance, sinon même de la fragilité de nos politiques. C'est dire tout simplement que jusqu'à preuve du contraire... de l'ouverture. Attention. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la France, par exemple, parce que c'est notre pays inspirant. Lorsque Sarkozy était venu au pouvoir, c'est la droite, ben Sarkozy a senti le besoin d'absorber certains leaders de la gauche, les socialistes. Pourquoi? Parce que leur profil répondait aux besoins qu'il a de mettre en œuvre sa politique. Et donc, dès lors qu'il a en face de lui des citoyens sans calcul politique, il dit, ton profil me va bien, je sens qu'en tant que citoyen engagé pour la cause commune, tu dois pouvoir servir à ce poste-là, viens servir. Logiquement, c'est ce qui devait être fait dans tous les pays, c'est-à-dire que au lieu de faire des calculs politiques et d'avoir un regard qui semble nous dire que la gouvernance de l'État ressemble peut-être à une forme de gâteau qu'il faut partager entre des gens, qu'il faut récompenser les gens, etc. C'est en fonction de la vision que l'on a et de l'objectif que l'on veut atteindre qu'on choisit les pions devant participer à l'appareil, à l'animation de l'appareil directionnel de l'État. Donc, c'est ce qui se fait et qui montre, qui garantit l'évolution progressive, l'enracinement de la démocratie, etc. Je n'ai rien contre les dialogues en général. Mais j'observe j'observe que le Togo, de par son histoire, en tout cas démocratique, a rassemblé une trentaine de dialogues déjà. Alors si on essaye de faire le bilan de toutes ces assises nationales, qu'est-ce qu'on en tire en lien avec l'épanouissement du peuple? Parce que je rappelle que la vocation, ou du moins l'intérêt d'une gouvernance d'État, c'est d'assurer l'épanouissement du peuple. C'est de garantir l'épanouissement, le meilleur devenir des citoyens. Est-ce que ces assises-là, qui sont par moments très budgétivores, reconnaissons-le, parce qu'il y en a eu qui ont eu lieu hors de notre territoire, et tous les frais de séjour, de mouvement, etc., sont portés par le budget, le trésor public. Alors, en retour, c'est quoi la plus-value en lien avec le devenir des citoyens? Donc, de ce point de vue, c'est vrai, j'estime que c'est une bonne chose aussi de se concerter. Parce que la société elle-même se marque par les échanges interpersonnels. Que les dirigeants aient besoin des avis des autres pour réajuster leur point de vue, leur opinion, leur regard sur leur propre gouvernance, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que cela supplante le besoin de transformer le quotidien du citoyen. Ce à quoi le citoyen s'attend, c'est les conditions de son existence, c'est l'écosystème qui leur permet de mieux se rendre utile à la société, d'abord à eux-mêmes et ensuite à la société, et donc qu'ils soient en cette capacité à contribuer à la création du bien commun. Très bien, vous avez parlé comme quelqu'un que j'ai écouté ce matin aussi.
Oui, allez-y, j'attends votre pas lecture de la chose. j'attends pas Ma ta question. avant de- Je réagis par rapport à ce que Luc a dit. Voilà. Je pense que de façon générale, ce que Luc a dit est vrai et c'est ce qui est logique. Sauf que lorsque nous sommes dans un pays où, après chaque randonnée électorale, il y a une crise. Alors, lorsqu'il y a crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Devons-nous continuer par diriger, puisque le plus souvent, c'est ceux qui gagnent ces élections-là qui devraient logiquement conduire Oui. le pays. Mais il se fait que... Selon leur feuille de route, comme l'a dit. Oui, il se fait qu'il y a des blocages. Ils ne pourront pas y aller si le pays n'est pas apaisé. Si à chaque fois qu'ils veulent faire un pas, les autres bords sortent pour dire non, jusque-là, nous pensons que vous n'avez pas de légitimité pour conduire les actions gouvernementales. À partir de ce moment, je pense que il faut discuter. Et c'est ce qui se fait. Maintenant, les résultats de ce qui se passe après ces dialogues-là, c'est ça qui pose un véritable problème. Est-ce que, vous avez bien souligné que l'ANC avait claqué la porte à la veille. On ne sait pas si elle va encore claquer, cette fois-ci. Non, parce que à la veille de la clôture. De la clôture de la première session de la première réunion. Réunion du CPC, c'est ça. Ok. Mais pourquoi cet acte-là d'un parti politique qui, on le sait, est aussi important sur l'échiquier national? Pourquoi ce parti n'est pas allé jusqu'à la signature des conclusions de cette première réunion? C'est autant de réflexions qui permettent logiquement de mieux recadrer cette réunion-là. C'est pourquoi il est important, parce qu'il y a certains qui n'ont pas voulu y aller. Ils ont raison de le faire, parce qu'ils estiment que lorsque nous allons finir tout ceci, les conclusions ne seront pas respectées quelque part. Et donc, pour permettre à tous ces gens-là de se mettre d'accord, parce que tout le monde ne peut jamais se mettre d'accord, ça on le sait. Néanmoins, il faut que la vision de chaque parti soit prise en compte pour un bon déroulé de cette session. Voilà. Personnellement, que toujours des partis continuent par personnellement, la politique des chefs. Personnellement, je pense que pour cette session, il fallait que tout le monde y aille. C'est ça. Pour poser les bases de cette discussion. J'estime que si le cas dit aujourd'hui, cette concertation ne me plaît pas, c'est par rapport à certaines contingences. Maintenant, il faudrait que le cas pose le problème pour que cela soit discuté avant même qu'on établisse un ordre du jour de cette nouvelle session. Il en est de même pour la DMK et les autres partis qui ne participent pas, PNP et tout ça. Mais la position de l'ANC amène à une autre réflexion. Cette réflexion est de ne plus participer au dialogue parce que tout ce qui va sortir de ce dialogue, que tu le veuilles ou non, sera appliqué bon gré, mal gré. C'est-à-dire que toi, tu peux ne pas être d'accord, mais ça t'incombe à un certain niveau. Parce que nous allons bientôt à des élections régionales. Il est question de mettre en place une nouvelle CENI. Il est question de discuter le code électoral. Et maintenant, quand les gens vont discuter, ils vont se mettre d'accord sur des principes. Mais que tu sois là ou pas,
on va t'appliquer ce nouveau code, on va t'appliquer cette CENI. Et donc, je pense qu'il faudrait y aller, poser les vrais problèmes, et lorsque vous ne trouvez pas de consensus, eux-mêmes, ils savent comment ça se passe entre eux. C'est intéressant ce qu'il dit. Intéressant, je souriais quand je l'entendais développer. Il y a un penseur qui a dit ceci. Lorsque vous voulez mener un voyage et que à chaque arrêt où un chien aboie, vous vous arrêtez pour lui danser une pierre, c'est que vous n'y arriverez jamais. Ensuite, il a dit quelque chose qui est quand même qui interroge. Les autres partis politiques disent vous n'avez pas la légitimité pour faire ce que vous voulez faire parce que vous ne pouvez pas avancer de cette manière-là. Alors cela pose une question. La légitimité du dirigeant se tire de qui? Du peuple. Du peuple. Ou des partis politiques? Non, du peuple. Est-ce qu'il suffit pour un citoyen de mettre en place un parti politique pour avoir sa voix dans les choix politiques des gouvernants? Voilà une question pertinente. Oui. Cela dit, ces genres de discussions, c'est vrai, elles sont salutaires, mais elles rendent en même temps compte du caractère périphérique, embryonnaire de notre démocratie. C'est-à-dire que depuis 1990, où ce processus a été enclenché, nous sommes aujourd'hui en 2022, si nous comptons très bien, nous sommes vers la quarantaine d'années. Et donc, si au bout de tout ce temps, nous n'avons pas pu consolider et asseoir les socles d'une démocratie affranchie, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous faisons du surplace et notre mouvement, le tract même de notre mouvement n'est pas assumé. Ça, il va falloir que l'ensemble des acteurs politiques commencent à réaliser ça. Une chose de plus qu'il faut voir, c'est que si on doit discuter et ensuite parvenir à des accords qui ne seront pas mis en œuvre, ça veut dire que la discussion n'avait pas sa raison d'être. Autrement dit, étant entendu que la gouvernance de l'État incombe aux dirigeants, cela veut dire qu'à un moment donné, ils reprennent leur manteau de dirigeants et ils décident justement de ce qu'ils doivent faire. Voilà pourquoi, en réalité, lorsque vous êtes lucide, vous n'allez pas parfois vous laisser distraire par des rencontres qui, au bout du compte, ne seront pas mises en œuvre. Voyez-vous? Alors, au-delà de tout, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est la bonne foi politique qui amène les gens à s'asseoir, nous espérons en tant que citoyens, parce que nous avons des attentes. J'ai déjà dit que l'essence, la vocation du gouvernant ou d'une gouvernance d'État, c'est le meilleur devenir du peuple. Nous n'allons trouver aucun intérêt à ces gens d'assises si elles ne permettent pas de ressortir des conclusions dont la mise en œuvre aura une retombée directe sur le quotidien du citoyen. Donc, si à une trentaine de discussions jusqu'à présent, nous avons un problème en termes de bilan, nous sommes fondés à nous dire que ce n'est pas ça la bonne clé. La bonne clé, c'est d'assumer. C'est d'assumer dès l'instant où on se dit dirigeant, on assume sa gouvernance, quelles que soient les critiques, quels que soient les chiens qui aboient, de manière qu'au bout, on ait aussi l'honnêteté d'avoir des jeux clairs qui permettent au peuple de se décider, ou du moins de nous juger. Parce que nous ne sommes pas parfaits. La perfection n'étant pas de ce monde, il est prétentieux pour un individu de dire qu'il a la science infuse et qu'il est le seul qui doit être aimé. Il faut qu'il accepte d'être critiqué, d'être jugé et même d'être sanctionné. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Vous avez raison, lui aussi n'a pas tort. Nous avons vu Ouaga 1, Ouaga 2, Colmar, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, en passant surtout par le 2006, hein, à l'hôtel 2 février. Mais jusque-là, c'est une suite. Et quelqu'un se pose la question, est-ce que trop de dialogue ne tue pas le dialogue? Emmanuel, vous nous dites quoi, que nous avons encore 10 minutes ou 5? Pas du tout. C'est dommage, mais bon, on a parlé des sujets vitaux, hein, des sujets vitaux. L'autre qui le restait, c'était un rappel, c'est le décret sur
sur le contrat de bail qui a été finalement pris. Et donc, les choses vont certainement changer dans les locations. Et, la question que j'avais voulu vous poser, mais malheureusement vous n'allez pas répondre, mais vous irez réfléchir, peut-être ça va nourrir vos articles. C'est de savoir l'applicabilité de cette affaire, quand on sait que les gens sont propriétaires de leur maison, et aujourd'hui on avance l'argument de la cherté de la terre, et puis des matériaux de construction, mais l'État fait son rôle, il joue son rôle en voulant recadrer les choses, et pour que tout le monde ait les mêmes chances. Et bravo, et donc on va essayer d'attendre pour voir. L'autre c'était le fameux mémorandum signé entre les enseignants et le gouvernement, qui continue par faire donner des démangeaisons encore psychologiques et faire murmurer les enseignants. On attend de voir. C'est donc sur cela que Luc Abaki, en tout cas félicitations, parce que la messe vous l'avez animée, grand frère, vous avez animé la messe, cette messe du 20 avril, 20 mars, les téléspectateurs, les fidèles, les téléspectateurs ont été satisfaits sur les sujets abordés, mais si tout ça a été possible grâce à la technique qui m'a accompagné, Maki Ibrahim pour capter les images, Emmanuel Lagou et Gantin Bidola pour la distribution sur vos petits écrans, petits et grands écrans. C'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se sait pas sur cette pensée de Thomas Hobbes, comme d'habitude, qui dit, je le cite, « Si les hommes savaient se gouverner eux-mêmes et s'ils vivaient selon les lois de la nature, ils n'auraient que faire de la politique. » Je reprends, si les hommes savaient se gouverner eux-mêmes et s'ils vivaient selon les lois de la nature, ils n'auraient que faire de la politique. C'est de Thomas Hobbes. Bonne méditation et à dimanche prochain autour d'autres évangiles. Merci à vous.